Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la mesure de Lebesgue. Donc on continue la théorie de Lebesgue sur l'intégration. On a déjà vu pas mal de choses et maintenant on va commencer vraiment à s'amuser en regardant qu'est-ce que c'est que cette mesure là sur Rn qu'on appelle la mesure de Lebesgue. Ok, alors quel est le contenu de cette vidéo? Donc je vais vous donner la définition, je vais vous montrer un petit peu des exemples visuels, voir un peu ce que ça dit. On va parler d'ensemble négligeable, on va voir l'ensemble de Cantor, qui est un ensemble négligeable très intéressant. Et puis nous allons voir que cette mesure est invariante par translation, par symétrie centrale, par rotation, etc. Et donc on va se rendre compte que la mesure de Lebesgue correspond quand même sur R2 avec l'air intuitif qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Voilà, voilà. Commençons sans plus attendre. Donc la définition de la mesure de Lebesgue, je vous le rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, on n'a pas prouvé que ça existait, mais c'est une mesure qui vaut sur chaque pavé le volume de P. C'est-à-dire que si en dimension 1 c'est la longueur des intervalles, en dimension 2 c'est le produit de la longueur des intervalles, en dimension 3 le produit de la longueur, enfin bref, voilà, c'est ça. Donc on a vu qu'elle était unique, mais voilà. On appelle ça la mesure de Lebesgue, on admet que ça existe, donc et je vous rappelle, donc c'est juste on note lambda au lieu de lambda 1 quand c'est sur R, ok, la mesure de Lebesgue. Je vous rappelle le petit dessin que je vous ai montré dans la vidéo précédente, la mesure d'un pavé comme ça, la longueur c'est 2, 2 et 5, et donc le volume de ce pavé c'est 2 fois 2 fois 5, jusque là. Pas très choquant, et donc voilà. Mesure de Lebesgue, c'est une mesure qui est définie donc pas sur toutes les parties de Rn, mais sur beaucoup de parties, parce que je rappelle que les boréliens, ça représente beaucoup de parties. Voilà, je rappelle, c'est l'attribut engendré par les ouverts de Rn, il y en a vraiment beaucoup, c'est très compliqué de fabriquer une partie non mesurable, mais ça existe. Et donc on a une mesure qui, à chaque partie mesurable, associe un nombre, tel que sur les pavés, ça donne ça. Ok. Alors, un exemple, si je prends la mesure de l'intervalle de 5 ouverts, c'est 3. Que là, bon, on va me dire, ok, ouais, oui, c'est la définition de la longueur de l'intervalle. Alors, si je prends maintenant l'intervalle 2 moins 1 sur n, 5 plus 1 sur n, bon, l'écart entre les deux, vous voyez bien, c'est 3 plus 2 sur n. Parce que là, on va me dire, ok, et alors? Et bien en fait, ces intervalles-là, si vous regardez bien, c'est des intervalles qui sont en fait emboîtés les uns dans les autres, d'accord? Donc c'est une suite décroissante d'intervalles. Et donc, d'après le théorème qu'on a vu sur les propriétés de la mesure, la limite de ça, c'est exactement égal à la mesure de l'intersection de tous ces intervalles. Or, l'intersection de tous ces intervalles, c'est l'intervalle fermé de 5. Ok, parce que si je prends un nombre strictement plus petit que 2, au bout d'un moment, il n'est plus là-dedans. Par contre, 2 est dedans tout le temps, quel que soit n. 2 est bien plus grand que 2 moins 1 sur n. Mais voilà, plus petit que 2, ça ne va pas être dedans au bout d'un moment. Donc c'est vraiment l'intervalle de 5. Et donc la limite de ça, voilà, c'est 3. Ok, donc j'applique le théorème. Il y en a bien un ensemble de mesures finies, donc il n'y a pas de problème. Et donc voilà, donc ça veut dire, vous me dire, mais ok, c'est évident, mais on savait déjà, non, plus ou moins. Bon, c'est juste pour vous dire que du coup, la mesure de 5 tout seul, c'est forcément 0, vous voyez. Puisque ça, c'est ça, union 2 et 5, et donc c'est la même mesure, donc la mesure de 2 et de 5, c'est forcément 0, quoi. Ok, donc pas très grave, mais bon, juste, la mesure de Lebesgue d'un singleton, c'est 0, quoi. Ok, prenons une forme quelconque dans Rn, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment intuitivement? Comment on peut essayer de se représenter la mesure de Lebesgue de ce truc-là? Parce qu'a priori, on connaît la mesure de Lebesgue que les pavés. Donc si je prends un pavé qui contient, vous imaginez, on est dans l'espace, dans l'espace de dimension 1, un pavé qui contient ma forme, la mesure de ce pavé est plus grande que la mesure de ma forme, d'accord? Donc maintenant, on va dire, ok, super. Maintenant, je vais prendre peut-être d'autres pavés plus petits, qui contiennent encore ma forme. Okay, et donc la somme des volumes de tous ces pavés est bien toujours supérieure au volume de ma forme. Et je peux continuer en prenant des trucs de plus en plus petits, d'accord, hop, qui vont pareil toujours, voilà. Là, je fais un dessin dans le plan, mais vous imaginez, même dans le volume, on regroupe des pavés de plus en plus petits qui contiennent la forme, et donc la somme des mesures de tous ces pavés, c'est toujours supérieur ou égal à la mesure de la forme. Et en fait, la mesure de Lebesgue, eh bien, c'est l'inf des sommes des volumes des pavés, d'accord, pour les pavés, pour toutes les façons de recouvrir A par une union dénombrable de pavés. Ouais, c'est pas gagné avec ça. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Vous voyez, l'aire d'une surface dans R2, il faut recouvrir par des pavés horizontaux et verticaux. Et le mieux possible, on fait la somme de tous les volumes de ce truc-là. Et voilà, l'aire, c'est un peu compliqué, mais c'est ça la définition. Ok, très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, comme la longueur de l'intervalle fermé est égale à la longueur de l'intervalle ouverte, ça veut dire la longueur des singletons est égale à 0. Mais plus généralement, si je prends un produit cartésien, vous voyez, la mesure de ça, c'est b-a fois c-d, c'est la même chose que la mesure de l'intervalle fermé, c'est le même raisonnement. Donc en fait, les tours en rouge, là, leur mesure est 0 aussi, ok, dans le plan. Voilà, une droite n'a pas de mesure dans le plan, voilà, pas de surface. Et puis un truc plat comme ça n'a pas de volume dans R3, vous voyez. Donc le vocabulaire, c'est négligeable.
on dit qu'un ensemble est négligeable, soit s'il est une mesure nulle, soit il est inclus dans un ensemble dont la mesure est nulle. Okay, donc voilà, il peut y avoir des ensembles qui ne sont pas mesurables, qui sont quand même négligeables, s'ils sont inclus dans un ensemble de mesures nulles. Okay, voilà, c'est pour ça que des fois on voit juste les gens qui parlent d'ensemble de mesures nulles. Bon, on peut généraliser un petit peu en parlant d'ensemble négligeable, mais bon, ça c'est pareil, c'est un détail, hein, pas très grave. Ok. Et donc, si H dans Rn est un sous-espace affine de dimension strictement plus petite que la dimension de l'espace, alors il est négligeable. Enfin, même il est de mesure nulle en l'occurrence, là, ils sont forcément mesurables les espaces affines. Hein, donc, vous voyez, une droite dans le plan mesure 0, dans l'espace aussi mesure 0, mais un plan dans l'espace est de mesure 0. Et puis un espace de dimension 3 dans l'espace de dimension 4 est de mesure 0. Ok, voilà, puis ainsi de suite, hein, je veux dire, un espace de dimension 4 dans un espace de dimension 28 est de dimension 0, et de mesure 0. Voilà. Ok, donc bon, voilà. Jusque-là, je pense que c'est pas très choquant. On va essayer de comprendre un petit peu plus. Alors, comme une union dénombrable, vous savez que la mesure d'une union dénombrable d'ensemble 2A2 disjoints, c'est la somme de ces mesures. Donc je prends des points, un ensemble de deux points, 2A2 disjoints forcément, c'est des points différents qui sont en nombre dénombrable. La mesure de chacun vaut 0, donc la somme de tout fait 0. Et donc la mesure d'un ensemble dénombrable, dans R ou dans Rn, est toujours 0. Okay, si D est dénombrable, donc la mesure de Q, par exemple, c'est 0, hein, dans R, okay, parce qu'il est dénombrable. Bon, très bien. Et donc, on va voir maintenant un contre-exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Hein, forcément, il n'y a pas que... Voilà. Bon, vous allez me dire, oui, bah, j'avais bien compris, déjà la droite dans R2, elle n'est pas dénombrable, et puis elle est une mesure nulle. Dans R, même dans R, d'accord, quels sont les ensembles de mesures nulles dans R? C'est pas évident, parce qu'un intervalle, AB, il n'est pas de mesure nulle, c'est B-A. D'accord? Donc, c'est pas si évident, c'est grâce à notre ami Cantor qu'on a déjà rencontré, hein, pour montrer dans la vidéo sur la dénombrabilité, vous voyez. C'est lui il trouve plein de contre-exemples en tout, ben voilà, il nous a trouvé une partie de R qui n'est pas dénombrable et qui est quand même de mesure nulle. Si vous voulez trouver ça tout seul, vous allez chercher un moment, à mon avis, c'est quand même pas si simple que ça. Donc, je donne tout de suite sa construction, parce que, cherchez si vous voulez, hein, mais c'est pas si facile. Ça consiste à partir de l'intervalle 0, hein, okay, bon. Et puis, alors, à le couper en 3. Donc j'appelle I0 le premier tiers, je me laisse un tiers vide, et I1 le deuxième tiers. Et puis alors, je vais recommencer pour I0 et pour I1. Alors les notations deviennent un petit peu compliquées, c'est-à-dire que celui-là, là, donc du coup je coupe en 3, hein. Le premier tiers de celui-là je l'appelle I0, 0, et celui-là I0, 1. Et donc là celui-là c'est I1, 0, parce que ça commençait à I1, vous voyez, et I1, 1. Et je recommence, alors on va voir si vous avez compris. Donc le premier intervalle là, comment il va s'appeler? I0, 0, 0. Et celui après, I0, 0, 1. Vous voyez? Et puis alors celui-là, je reprends ce qu'il y a au début, en fait j'ajoute 0 et je mets à gauche, j'ajoute 1, je mets à droite. Là, I1, 0, 0, il est là, I1, 0, 1, il est là, I1, 1, 0, il est là, et I1, 1, 1, il est là. Ok? Et ainsi de suite. Et on continue comme ça. Voilà, bon. Et alors, donc, c'est quoi tout ça? L'ensemble de Cantor, eh bien, ça va être l'intersection pour n allant de 1 plus l'infini, de l'union pour toutes les suites de 0 1 puissance n de IS. Alors, en fait, ce n'est pas les suites, en l'occurrence, là, c'est les n uplets de valeurs entre 0 et 1 puissance n. Autrement dit, là on ne comprend rien généralement, donc je vais refaire un petit dessin pour l'expliquer. L'ensemble de Cantor, c'est l'intersection de toutes les lignes, en fait. Hein. Ln, vous voyez, l'union pour S appartient à 0 1 puissance n, donc c'est les suites de n éléments, de 0 et 1. Donc vous voyez, par exemple, là au début, c'était juste, s'il n'y a que deux indices, c'est ces 4 là, quoi. D'accord, c'était 1, 0, 0, 1, 1, 1 ou 0, 0, enfin bref. Voilà, et donc la nème ligne, hein, c'est ça. L'union des IS, où S est une suite de n éléments de 0 et 1, un n uplet de 0 et de 1. Ok, donc voilà, ça c'est la nème ligne, et on prend l'intersection de toutes les lignes. Donc comme les lignes sont incluses les unes dans les autres, moralement, c'est la limite, vous voyez, quand n tend à l'infini. Qu'est-ce qu'on obtient ça quand on fait une infinité de fois en coupant en 3, quoi. Pas simple à voir. Ok, alors ce qui est facile à voir, c'est que le résultat à la fin, c'est une mesure nulle. Alors ça, c'est pas bien dur. Pourquoi? Parce qu'on a une suite décroissante d'ensemble. D'accord. La mesure du premier, c'est 1. Donc c'est bien fini. Donc on va pouvoir appliquer le théorème qu'on a vu dans les propriétés de la mesure. La mesure d'une intersection décroissante égale à la limite des mesures des Ln. Ok. Donc voilà. Donc la mesure de l'ensemble de Cantor, c'est la limite quand n tend à l'infini des mesures de Ln. Et il n'est pas bien dur de voir que par construction, la mesure de la ligne n plus 1, c'est un tiers de la mesure de la ligne précédente. Hein, puisqu'à chaque fois, j'ai enlevé un tiers de chaque. Okay, donc la mesure de ça, c'était un tiers. Et enfin, c'est 2 tiers, en fait. J'enlève un tiers à chaque fois. Donc là, c'est la mesure du premier, c'était 1, ensuite 2 tiers, ensuite 4 neuvièmes, etc., etc. Donc on multiplie par 2 tiers à chaque fois. Donc, la mesure de la ligne n, bah, c'est 2 tiers puissance n.
Et ça, quand n tend vers plus l'infini, vous voyez bien que ça tend vers 0. Donc, mon ensemble de cantors, sa mesure est bien égale à 0. Donc ça, c'est pas très dur. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que mon ensemble de cantors n'est pas dénombrable. Et ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Vous savez, les notions de dénombrabilité, il y a une vidéo sur le sujet, ouais, si vous n'avez pas vu, c'est le moment. Hein. Mais c'est toujours un peu subtil, quoi. Alors, comment on va faire ça? Donc, on va prendre une suite maintenant de 0,1 puissance n. D'accord? Donc, c'est-à-dire une suite infinie cette fois. Hein. Donc, on imagine, on va essayer de montrer que pour toute suite comme ça, à la fin, il y a un élément, d'accord, dans l'ensemble de cantors pour toutes les suites comme ça. Et comme ces suites comme ça, il y en a un nombre qui n'est pas dénombrable, du coup, on te montrera que le cantor n'est pas dénombrable comme ça. C'est ça l'idée. Alors, comment faire ça? Bon, je prends une suite quelconque, et je la coupe au rang k. Donc, ce que j'appelle TSK, c'est juste les premiers termes, les k+1 premiers termes de la suite, c'est-à-dire S0, S1, S2, S3, comme ça, jusqu'à SK. OK? Donc, bon, alors jusque-là, vous allez dire, OK, pourquoi pas. Et donc, si on regarde bien, donc, I de TSK+1, donc par exemple celui-là, vous voyez, il est bien inclus dans ITSK. C'est-à-dire que si je rajoute un terme à la suite, hein, c'est quand je prends un terme de la suite ici, je rajoute 0, j'arrive là, j'ajoute 1, j'arrive là. Vous vous rappelez la construction. Donc si je coupe au cran d'après, l'intervalle correspondant, c'est bien inclus dans cet intervalle-là. OK? Donc voilà, si S est fixé, d'accord, j'ai une suite qui est fixée, donc j'obtiens un chemin comme ça, à chaque fois, quand c'est 0, je pars à gauche, quand c'est 1, le coup d'après, je pars à droite, clac, 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 clac. J'ai un chemin comme ça parmi les intervalles, donc à chaque fois, qui sont des intervalles fermés. OK? Bon, donc voilà, j'ai une suite décroissante en fait d'intervalles fermés, et dont le diamètre tend vers 0, hein, parce qu'à chaque fois, le diamètre est multiplié par 2 tiers, donc ça, comme on l'a vu, le diamètre tend vers 0. Et il se trouve que l'ensemble 0,1 est inclus dans R, qui est un ensemble complet, donc c'est un fermé dans un espace complet, donc c'est un espace complet. Et donc il y a le fameux théorème du fermé emboîté, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, parce que je n'ai pas encore fait la topologie, mais c'est un résultat classique. Si on a des fermés emboîtés, dont le diamètre tend vers 0, l'intersection de tous ces fermés contient au moins un point. D'accord? Donc on applique ce théorème, et on sait qu'il existe un XS, hein, pour sa suite S, il existe un XS qui est dans l'intersection de tous les TSK. Ok? Donc voilà, donc pour chaque suite, je trouve un élément XS. Maintenant, il suffit de se rendre compte qu'en fait, si je prends deux suites différentes, au bout d'un moment, les termes de la suite ne vont pas être les mêmes, donc TSK ne va pas être le même que TS''K, d'accord? Et donc voilà, il y a un moment sur une ligne, là, ce ne sera pas le même petit point. Okay, donc le X à la fin, qui est l'intersection de tous, il ne peut pas être le même. Donc, autrement dit, donc voilà, XS est bien dans l'ensemble de cantors, ça, ok? Et l'application, donc qui à chaque suite associe XS, elle est injective. On ne peut pas arriver deux fois au même endroit. Chaque XS ne peut pas avoir deux suites qui arrivent au même endroit, d'accord? Deux suites différentes, clac, clac, au bout d'un moment, elles ne sont pas au même endroit, et du coup, après, ça n'arrivera pas au même endroit, d'accord? Donc, j'ai une application injective de ça dans ça c'est pas dénombrable, donc ça ne peut pas être dénombrable, ok? Donc voilà, c'est un peu compliqué, ça je vous l'accorde, mais c'est un exemple quand même qu'il faut avoir en tête pour éviter de dire trop de bêtises, hein. Les ensembles de mesures nulles, ça peut être un peu plus compliqué que les ensembles dénombrables. Ok, allez, revenons à notre mesure de Lebesgue. On va montrer, ce qui serait quand même bien pratique, quelle est l'invariante par translation. Alors, vous allez me dire, ça se voit hein, avec les pavés. Oui, mais alors comment ça se montre proprement? Donc, hein, je vous rappelle, le théorème, c'est dit, voilà, si je prends un borélien A dans Rn, je prends un V quelconque, et bien la mesure de Lebesgue de A plus V, c'est la mesure de Lebesgue de A. Alors on a déjà vu dans la vidéo hein, sur les boréliens, sur les tribus, et sur les fonctions mesurables, en fait, que A plus V était forcément un borélien. Si A était borélien, la translation en est 1, et bien je prétends que la mesure est la même. Alors, comment on fait ça? On définit mu sur les boréliens, d'accord, qui va à valeur dans 0 plus infini, et finit par mu de A égale lambda n de A plus V. Alors, c'est pas bien dur de se rendre compte que ça, c'est une mesure. Hein, pour mesure de l'ensemble vide, ok, c'est lambda n de V, ok, c'est un singleton, c'est 0, donc tout va bien. Et puis, si je prends des ensembles AK 2 à 2 disjoints, alors la mesure de l'union des AK, c'est donc lambda n de l'union des AK plus V. Or, l'union des AK plus V, vous voyez, vous prenez l'union, vous décalez, c'est l'union des translatés. C'est l'union des AK plus V, donc c'est lambda n de l'union des AK plus V. Donc ils sont tous évidemment 2 à 2 disjoints. Les ensembles, les translates, c'était disjoints au début, ils sont disjoints à la fin. Donc c'est la somme des mesures des lambda n de AK plus V, d'accord? Et donc c'est la somme des mesures des mu de ce machin. Donc mu est bien une mesure. Ok, tout va bien. Et donc maintenant, si je prends un pavé de Rn, la mesure de P, c'est donc lambda n de P plus V. Et pour les pavés, c'est clair que lambda n de P plus V, c'est le même que lambda n de P, parce que c'est les mesures des longueurs, d'accord? Pour les pavés, c'est évident que le translaté d'un pavé a le même volume, la même mesure de Lebesgue que le pavé. Donc c'est vrai sur les pavés, c'est vrai partout, puisque je vous rappelle qu'il existe une seule, par définition, la mesure de Lebesgue, c'est la seule mesure, d'accord, qui vaut, sur chaque pavé, la longueur, le volume de P. Donc comme celle-là, mu de P est égal à ça, par définition, c'est la seule, c'est la même. Donc mu de P égale lambda n. Okay. Donc on a bien lambda n de A égale lambda n de A plus V.
Ok, super. Donc maintenant, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Par le même raisonnement, vous avez compris que si je prends une symétrie centrale, donc je ne vais pas écrire tout le raisonnement parce que les détails techniques, c'est exactement les mêmes, mais l'important, en fait, c'est que pour les pavés, ça marche. Donc vous voyez bien, si j'ai une figure compliquée, je fais sa symétrie centrale, et vu que tous les pavés là, par lesquels je recouvre par symétrie centrale ont le même volume, vous voyez bien, un rectangle, je le mets là, un rectangle à côtés horizontaux et verticaux, hein, c'est ça important. Bah, ça donne aussi un rectangle à côté horizontaux et verticaux, donc l'aire de ce carré est égal à l'aire de ce carré, ainsi de suite, l'aire de chaque pièce est égal à ça, donc l'aire de la réunion est égal à ça, et donc l'aire de l'un de toutes les réunions qui recouvrent mon machin est la même, et donc voilà. Donc la mesure de Lebesgue est invariante par symétrie centrale. Bon, rien de choquant jusque-là. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi cette mesure de Lebesgue dans le plan, c'est la même chose que ce qu'on a appris quand on était petit, la notion de surface qu'on a quand on était petit. Donc tout d'abord, considérons un rectangle comme ça, un triangle comme ça, de côté A et B, un triangle rectangle dont les côtés sont horizontaux et verticaux. D'après ce que je viens de dire, son symétrique a la même mesure de Lebesgue que lui. D'accord? Et puis, la ligne qui est au milieu, là, la mesure de Lebesgue, c'est 0. Donc si je colle ça et ça, la mesure de Lebesgue de l'union des deux, bah, c'est donc la mesure du pavé qui est ici. D'accord? Donc c'est A fois B. Et comme ça, c'est égal à ça, et que le milieu c'est négligeable, et ben donc ça veut dire que la mesure de Lebesgue de mon triangle, c'est A fois B sur 2. Super. Ça valait le coup de venir hein, pour apprendre ça. Vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Donc la mesure d'un triangle rectangle, c'est égal à la longueur A fois la longueur B divisé par 2. Ok, bon, on le savait déjà. Alors là où ça devient marrant, c'est que maintenant je prends un rectangle comme ça. Alors quelle est l'aire, imaginez qu'il faut être en 3e année de licence pour savoir démontrer que l'aire d'un rectangle, c'est le produit de ses côtés, quoi. Quelle est la mesure de Lebesgue de ce triangle-là, de ce rectangle-là? Donc a priori on ne sait pas, hein. Je vous rappelle la définition, c'est qu'il faut recouvrir par des pavés qui sont horizontaux et verticaux et puis prendre l'un de tout ça. Bon alors donc on va essayer d'être malin, on va commencer par ajouter des triangles, là et là, à notre figure. Ok? Donc voilà, maintenant on connaît la mesure de Lebesgue de tout, on connaît la mesure Lebesgue des triangles, d'après ce qu'on vient de voir, bleu et vert, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors je note X, Y, C et D, les mesures de toutes ces petites choses-là, pour pouvoir faire des calculs. Et alors la première chose à remarquer, c'est qu'en fait ce triangle-là, là, si hop, je tourne de 90 degrés, je n'obtiens pas celui-là, mais celui-là en plus grand, c'est-à-dire que l'angle qui est ici, vous voyez, c'est vertical et ce côté-là, bah, si je tourne tout de 90 degrés, j'obtiens le même angle qui est ici. Ok? D'accord? Donc ça veut dire par exemple, voilà, donc celui-là aussi, cet angle-là, était le même que celui-là. Donc si vous connaissez un petit peu vos règles de trigonométrie dans le triangle rectangle qu'on apprend en 3e, cet angle-là, eh bien, c'est opposé sur adjacent. La tangente de cet angle-là, c'est opposé sur adjacent. Donc x sur y, c'est égal à d sur c. Ok? Donc un petit produit en croix, ça veut dire que xc, c'est égal à yd. Voilà, c'est juste les longueurs, là, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Il y a un petit rapport entre elles qui va être utile par la suite. Bon, allons-y, maintenant, on peut calculer l'aire du rose. Donc l'aire du rose, bah, c'est facile, c'est l'aire de tout. Alors l'aire de tout, bah, c'est c plus x fois y plus d. Okay, ça, c'est l'aire du grand pavé. Moins l'aire qui est en bleu. Alors l'aire qui est en bleu, bah, là, c'est xy sur 2, là, c'est xy sur 2. En fait, la somme des deux, c'est xy. Et l'aire du vert, bah, pareil, l'aire du vert, c'est cd. Alors on développe ce truc-là. xy moins xy, xd, cy, cd moins cd. Donc finalement, il reste xd plus cy. Ouais, bah, c'est pas complètement évident que c'est égal à AB, ce truc-là. Hein, ouais, c'est marrant parce qu'on se dit, oh, ça va être facile. La première fois qu'on voit ça, on se gratte la tête. Hein. Si vous voulez chercher, tiens, mettez sur pause et puis regardez comment vous montrer que ça. Astuce, hein, il faudra utiliser ça à un moment dans le calcul. Hein. Comment montrer que lambda de 2R, c'est A fois B. Quoi. Alors, allez, je vous le fais. Donc l'astuce, c'est de mettre au carré, déjà, il fallait y penser, ce truc-là. Ça, c'est le plus simple, il y a peut-être d'autres astuces, mais... Donc si je mets ça au carré, j'obtiens donc xd au carré, C2, Y2, ok, ça vient, et le double produit, donc 2 fois ça, donc 2 fois XD, CY. Et l'astuce qui tue, c'est de remplacer ici une fois XC par YD, et dans l'autre, le 2 le couper, donc c'est ça plus ça, 2 fois ça, bah c'est ça plus ça, et dans l'autre, de remplacer YD par XC. Donc qu'est-ce que j'obtiens? XD carré, j'ai pas touché, et donc celui-là, le premier, je remplace YD par XC, donc j'obtiens XC carré. Dans le deuxième, je remplace XC par YD, j'obtiens YD carré. Et là, le dernier, c'est 2Y2, il est resté comme ça. Donc voilà, c'est pas évident de penser à écrire ce truc-là. Donc maintenant, ça, je peux factoriser ici par x2. J'obtiens x2 facteur de d2 plus c2. Ok. Hop. Et donc ça, regardez, d2 plus c2, c'est quoi? Pythagore, d2 plus c2, c'est a2. Donc j'obtiens x2 a2. Et ensuite, si je factorise ici par y2, bah, j'obtiens aussi y2 facteur de d2 plus c2. Donc d2 plus c2, c'est toujours a2. Donc j'obtiens x2 a2 plus y2 a2. Donc cette fois, je peux mettre a2 en facteur. Facteur de x2 plus y2 et x2 plus y2, Pythagore, c'est b au carré. Et voilà, fantastique.
tout ça pour nous montrer que donc la mesure de Lebesgue d'un rectangle, c'est AB. C'est le produit de la longueur des côtés. C'est incroyable. Et donc, mine de rien, parce qu'on vient de montrer quand même, c'était que du coup, voilà, donc l'aire des rectangles, c'est le produit des deux longueurs. Et donc, en fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est que c'est invariant par rotation. Parce que maintenant que je sais que les pavés, l'aire des pavés est invariante par rotation, bah du coup, une surface que je fais tourner, chaque pavé, l'aire de lui est égal à l'aire de lui, l'aire de lui est égal à l'aire de lui, donc comme d'habitude, l'inf des aires de tout ça est égal à l'inf des aires de tout ça. Okay, donc, c'est quand même pratique de le savoir. Hein. Alors, je l'ai fait dans le plan, mais en fait, c'est vrai dans Rn, évidemment. Enfin, bon. La mesure de Lebesgue est invariante par rotation. C'est quand même satisfaisant pour l'esprit, quoi. Mais du coup, pour continuer un petit peu à comprendre pourquoi c'est la même chose que l'aire intuitive, bah, si je prends un triangle, quelconque rectangle maintenant, qui n'est pas forcément horizontal et vertical, bah, comme c'est invariant par rotation, l'aire de celui-là, c'est toujours AB sur 2. Dire ok, super. Et du coup, maintenant, l'aire de n'importe quel triangle, eh ben, c'est la base fois la hauteur sur 2. Comment je peux prouver ça? C'est très simple, je coupe, regardez, hop, je prends une base, je prends une hauteur, je coupe en deux. L'aire de ce triangle-là, c'est h fois x, l'aire de celui-là, c'est h fois y, sur 2 à chaque fois. Donc finalement, ça fait hx plus y, le tout sur 2, la hauteur fois la base divisée par 2. Et donc, pour n'importe quel triangle, la mesure de Lebesgue correspond à, intuitivement, l'aire du triangle. C'est quand même satisfaisant. Et du coup, si je prends n'importe quelle figure un peu compliquée, eh bien je peux la trianguler. Alors pas des cercles, hein, quand même des polygones. Hein. N'importe quel polygone, je peux la trianguler comme ça. L'aire de chaque triangle correspond à la mesure de Lebesgue, et donc par réunion disjointe, vu que les mesures des traits rouges là, c'est 0, eh ben, je peux montrer que pour n'importe quel polygone, l'aire intuitive que j'ai définie quand j'étais en primaire, ça correspond bien à la mesure de Lebesgue de ça. Et c'est cool. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a donné envie de voir la suite. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la théorie de Lebesgue.